Bonjour à toutes et à tous, et tout d'abord, très bonne année 2022 à vous et à vos proches. Et pour bien commencer cette nouvelle année, je vous propose dans cette nouvelle vidéo de la magie sous un autre angle de parler des techniques de contrôle de cartes. En prestidigitation, le contrôle de cartes consiste à placer et conserver une carte ou un groupe de cartes à un emplacement voulu du paquet à l'insu du public. Par exemple, ça va consister à placer sur le dessus du jeu la carte qui vient d'être choisie par un spectateur sans qu'il le sache. C'est donc une technique de manipulation de cartes que le magicien va exécuter en secret et qui va lui permettre ensuite de réaliser un effet magique. Comme beaucoup de techniques, elle est généralement faite sous couvert d'une autre manipulation qui, elle par contre, est visible, par exemple un mélange ou une coupe. Il existe énormément de techniques permettant de contrôler une ou plusieurs cartes à certains emplacements du jeu. Souvent, elles vont être liées à une manière de mélanger ou de couper le jeu. Par exemple, le mélange français, il va permettre de faire certains contrôles de cartes, alors que le mélange américain, par exemple, permettra d'en faire d'autres. Donc selon les manipulations qu'il préfère, le magicien va pouvoir apprendre 1, 2, 3, enfin plusieurs contrôles de cartes selon ses besoins. Par contre, inutile d'en apprendre 50. Je l'ai déjà dit, et d'ailleurs on en reparlera dans une vidéo dédiée, mais les techniques de manipulation ne sont pas une fin en soi. On n'apprend pas une technique pour la technique. Enfin, sauf si on veut éventuellement gagner en agilité ou pour approfondir ses connaissances, tout simplement. Mais les techniques, en fait, ce sont finalement que des outils qui vont servir à la réalisation de tours ou d'effets magiques. Par exemple, le petit effet que j'ai présenté dans l'introduction de la vidéo ne peut pas se suffire à lui tout seul. Il doit être englobé dans une routine complète avec une présentation, d'autres effets magiques, puis peut-être même un boniment et une histoire. Mais par contre, dans tous les cas, si je sais contrôler une carte sur le dessus du jeu, et quelle que soit la méthode que je vais employer, je saurai faire ce petit effet magique. Mais alors, à quoi ça sert concrètement de contrôler secrètement une ou plusieurs cartes? Bon, déjà, la base, ça va permettre de ne pas perdre la carte que le spectateur vient de choisir, par exemple, et qu'il vient de remettre dans le jeu. En la contrôlant, je sais exactement où elle se trouve, sur le dessus ou au-dessous du jeu, et donc je vais pouvoir ensuite la récupérer pour la faire apparaître ailleurs, ou faire un change, ou la forcer à un autre spectateur pour faire un effet de coïncidence, etc. Mais ça permet aussi de conserver un montage, une préparation de cartes pour la bonne réussite du tour qui va suivre. Alors que pour le public, les cartes, elles sont en train d'être mélangées. Donc c'est une technique primordiale de la magie des cartes qui va permettre de réaliser de très nombreux effets très variés. Voici donc l'explication d'un contrôle de cartes qui est assez connu, le contrôle au mélange hindou. Alors d'abord le mélange hindou, qu'est-ce que c'est? Donc la plupart d'entre vous je pense le connaissent déjà, mais pour les autres voilà comment ça se passe. Je tiens le paquet de cartes entre le pouce et le majeur. Donc moi je le fais de la main droite, habituellement on fait plutôt de la main gauche, je crois que j'inverse moi les mouvements même si je ne suis pas gaucher. Et je vais venir récupérer avec l'autre main, toujours avec le pouce et le majeur également, je vais venir récupérer un paquet de cartes, un petit paquet de cartes du dessus du jeu que je vais venir poser, ensuite lâcher pour qu'ils viennent se placer en position de la donne, c'est-à-dire avec l'index contre la petite tranche et les autres doigts contre la grande tranche. Et en penchant légèrement la main, les cartes vont venir se caler ici et vont rester en place. Et ensuite, je viens récupérer une deuxième partie, un deuxième paquet de cartes, et je vais continuer comme ça jusqu'à avoir récupéré toutes les cartes. Donc là, je peux prendre quelques cartes, 3, 4 ou 10 à chaque fois, suivant le nombre de passages que je veux faire, donc jusqu'à arriver à la fin, et je place comme ça. Donc ça, c'est le mélange hindou. Alors pourquoi je vous montre ce mélange-là? Parce qu'il permet de faire non seulement donc un contrôle de carte comme on va le voir, mais aussi de faire une carte à l'œil d'une carte clé qui se trouverait au-dessus de la carte choisie par un spectateur, et voire même aussi un forçage de cartes. Mais bon, là n'est pas le sujet. Et donc voilà comment on va pouvoir contrôler une carte sur le dessus du jeu avec ce mélange. Imaginons que vous dites au spectateur de vous dire stop quand il veut. On va dire qu'il dit stop ici. Donc là il dit stop vraiment quand il le souhaite. Donc il va prendre cette carte-là, ici on va la regarder, donc le 6 de pique, et ensuite on va lui demander de la remettre. Et au moment où il va la remettre, on va continuer
sous prétexte de finir de mélanger hein, et de bien perdre sa carte, on va reprendre le mélange. Et là, ce qui va se passer, c'est que avec ma main supérieure, celle qui tient le gros paquet de cartes, je vais venir récupérer une partie des cartes qui se trouvent sur le paquet déjà en main, dont la carte du spectateur, hein, du coup. Je vous montre comme ça, voilà. Je vais venir récupérer un paquet de cartes tout en prenant un paquet ici, comme je le faisais avec le mélange classique. Alors bien sûr, il faut essayer de faire en sorte, là je l'ai fait lentement, donc c'est pas forcément aligné, normalement c'est censé être bien aligné, et je vais donc mélanger comme ça jusqu'à arriver à ma brisure, c'est-à-dire la séparation que je vais avoir entre le paquet initial et le paquet que je viens de récupérer. Et à la fin, je vais récupérer toutes les cartes au-dessus de la brisure et je vais finir avec les cartes que j'avais récupérées lors de la première reprise du mélange. Et donc forcément au-dessus se trouve la carte du spectateur. Voilà, on va le refaire hein, à vitesse normale, donc je récupère, donc je tiens mon paquet donc, entre le pouce et le majeur avec l'index dessus, je récupère quelques cartes du dessus que je place dans ma main et je demande au spectateur de me dire stop quand il le veut. Stop. Il regarde sa carte, donc maintenant ça va être le 4 de pique, ok très bien. Là je vais récupérer, tout en continuant le mélange, je viens récupérer une partie des cartes dont le 4 de pique qui se trouve donc au-dessus de la brisure. Je finis mon mélange. Et à la fin, je récupère juste les cartes au-dessus de la brisure et je termine. Et donc je vais retrouver ici la carte du spectateur. Alors attention bien sûr aux angles, hein, puisque forcément au moment où vous allez récupérer les cartes, vous allez avoir une brisure ici qui risque d'être visible par les spectateurs qui seraient d'un côté ou de l'autre de votre main. Donc faites attention à ça surtout, il ne faut pas le faire entourer. Dans ce cas, si vous avez des gens qui sont assez proches de vous, eh bien reculez-vous pour faire le mélange sous prétexte disant que tout le monde voit bien, eh bien vous vous reculez et comme ça vous faites votre petite tambouille et la récupération des cartes à couvert, on va dire. Et puis surtout, il faut bien s'entraîner puisqu'il ne faut pas perdre le rythme. Il ne faut pas qu'on sente au moment où vous allez reprendre donc au moment où vous êtes comme ça et vous allez reprendre, le spectateur vient de remettre sa carte et vous allez reprendre votre mélange, il ne faut pas qu'on sente que vous tâtonnez pour venir récupérer les cartes ici et ensuite vous faites votre mélange. Il ne faut pas qu'on le sente ça. Donc ça veut dire qu'il va falloir que vous vous entraîniez pour faire en sorte que ce soit fluide et arriver à faire cette manipulation facilement. Autre chose, je ne sais pas si on le verra sur la vidéo, j'ai un petit peu galéré parce que assis, ce n'est pas forcément un mélange qui est facile à faire parce que vous allez devoir monter vos épaules et vos bras au-dessus de la table et c'est pas forcément très pratique. C'est quelque chose qui va plutôt se faire debout et donc vous pouvez avoir les spectateurs qui soient assis, il n'y a pas de souci, mais vous, vaut mieux que vous soyez debout puisque là vous allez avoir toute l'attitude avec vos bras pour pouvoir faire votre mélange et notamment le contrôle de la carte. Alors déjà, le mélange hindou, c'est un mélange qui n'est pas courant. Donc pour garder une certaine cohérence dans la routine, moi je vous conseille de l'utiliser également au moment où vous allez faire choisir la carte, puisque vous l'utiliserez ensuite pour la faire remettre. C'est effectivement plus logique de faire choisir la carte comme ça, c'est-à-dire que le spectateur vous dit stop, il regarde sa carte, et ensuite, alors vous pouvez éventuellement refermer, et il vous dit stop pour remettre sa carte, voilà, si vous voulez, mais en tout cas de lui faire choisir comme ça et remettre comme ça, plutôt que de la faire choisir comme ça et de la faire remettre avec le mélange hindou. Ça serait bizarre, ça serait suspicieux. Alors ensuite, si vous connaissez un faux mélange partiel ou complet ou une fausse coupe, vous pouvez l'ajouter à la fin pour accentuer le mélange. Moi, je ne suis pas très fan des fausses coupes parce que je trouve qu'il y a toujours un truc un peu bizarre à voir dans les fausses coupes et j'en connais pas qui soient vraiment convaincantes sans faire des grosses fioritures dans tous les sens, ce que j'aime pas trop non plus. Et puis là, à la limite, pourquoi couper alors qu'on vient de mélanger et que la carte est censée être perdue dans le paquet, donc il n'y a pas de raison de couper. Hein. Bon, c'est un autre sujet, mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis ici, finalement, on n'a besoin que de garder une seule carte sur le dessus du jeu. Ça ne sert à rien de s'embarquer dans un faux mélange complet ou une fausse coupe, finalement. Un bon vieux mélange à la française ou à l'américaine en conservant la carte sur le dessus, ça peut être suffisant. Hein. Et puis, c'est facile à faire, ça peut sembler un geste automatique, machinal, et du coup, ça va être convaincant pour le public. Mais finalement, peu importe les techniques que vous utilisez, tant qu'elles vous conviennent et puis que vous les maîtrisez bien sûr. Avant de vous donner quelques idées de routine utilisant un contrôle de carte, je voudrais préciser un point important. Comme la plupart des manipulations, l'un des principaux inconvénients du contrôle de carte, c'est justement que le magicien va devoir reprendre les cartes en main pour pouvoir le faire. Et ça, vous savez, plus le magicien manipule, moins l'effet est magique.
Donc il faut arriver à faire en sorte que cette manipulation-là, elle soit complètement anodine, insoupçonnable, voire même oubliée du public à la fin. Donc là, on l'a vu par exemple, le fait de dire par exemple, vous me dites stop quand vous voulez, stop, vous regardez votre carte, moi je finis le mélange pour bien perdre votre carte dans le jeu. Voilà, c'est justifié. Il faut également beaucoup s'entraîner, parce qu'il faut s'assurer que la manipulation secrète ne sera pas visible par les spectateurs. Donc par exemple, si vous faites un contrôle lors d'un mélange à la française, eh bien, il va falloir faire en sorte de mélanger les cartes exactement comme quand on les mélange réellement, sans faire de contrôle. Donc avec le même rythme, il ne faut pas tâtonner, il ne faut pas que ce soit saccadé, vous voyez. Et pour ça, en fait, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner encore et encore jusqu'à ce que le geste devienne naturel, presque automatique. On n'y pense plus, quoi. Et alors, ensuite, on pourra commencer à s'en servir devant un public. Et pour que le mélange semble anodin, on peut aussi faire en sorte que le public croit qu'on le fait machinalement, sans réfléchir. Par exemple en parlant. Imaginons que vous fassiez remettre une carte au spectateur, que vous la contrôliez sur le dessus tout en mélangeant. Mais vous n'apportez pas d'importance à ce mélange. Vous discutez de la suite du tour, et puis en même temps vous mélangez, donc on a l'impression que vous le faites machinalement, alors qu'en réalité vous continuez à contrôler la carte sur le dessus. Donc une des clés aussi, ça va être de ne pas regarder ses mains. Puisque si vous regardez vos mains, le public va regarder également vos mains. Alors que si vous regardez le public dans les yeux, vous discutez avec les gens et en même temps vous mélangez, ça va faire un temps faible en fait et les spectateurs ne regarderont pas vos mains. Il faut toujours garder à l'esprit que le public apportera autant d'importance à un geste que le magicien lui-même. Donc moins le magicien apportera d'importance à ce mélange, qui pourtant est primordial puisqu'il va vous permettre de faire le contrôle de la carte et donc de réussir le tour à la fin, eh bien moins le public y apportera lui aussi de l'importance. Et si ça semble anodin pour le public, il n'envisagera pas comme un moment clé. Donc il passera à côté de l'explication du tour. Et donc ça renforcera l'effet magique, puisque le but est là, je vous le rappelle. Enfin, il faut veiller à la cohérence globale de la routine. Il faut que le mélange ou la coupe à ce moment-là soit logique. Si c'est illogique, ça sera suspicieux, forcément. Donc il faut essayer de le justifier. Généralement, on va dire simplement qu'on va mélanger pour perdre la carte du spectateur. Alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse, finalement. Pour finir, voilà quelques idées de routine à réaliser en utilisant un contrôle de carte. Alors c'est bien sûr qu'une poignée de suggestions, parce qu'il en existe énormément, même à mon avis une infinité. Donc je vais partir du contrôle d'une seule carte sur le dessus du jeu, comme on l'a vu avec le mélange hindou, et voilà ce qu'on peut faire. Donc à chaque fois, le tour sera le même, vous faites choisir une carte, par exemple avec le mélange hindou, vous dites au spectateur de vous dire stop quand il le souhaite, une fois qu'il a choisi sa carte, il la regarde, et vous finissez le mélange en contrôlant la carte sur le dessus. Donc ça reste la base. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc on ne montre pas la carte, bien sûr, le jeu est censé être mélangé. Donc vous pouvez faire par exemple un tour de carte ambitieuse. Vous savez, c'est le fameux tour où on a beau mélanger le jeu, la carte du spectateur reste toujours au-dessus ou au-dessous du jeu. Donc dans ce cas, par exemple accompagné d'une levée double, c'est vraiment parfait pour faire des effets de transformation de cartes. Ça c'est très bien. Vous pouvez aussi lui dire au spectateur qu'il n'a pas choisi cette carte par hasard, qu'il est un peu lié à elle. Et donc vous l'invitez par exemple à placer sa main sur le paquet, à se concentrer sur sa carte, puis il enlève sa main, il retourne, et sa carte se trouve sur le dessus. Vous pouvez également faire un effet de lecture de pensée en faisant une carte à l'œil, c'est-à-dire voir la face de la carte du spectateur, par exemple en étalant les cartes en disant donc vous voyez bien, le paquet est bien mélangé, surtout si vous voyez votre carte vous ne dites rien. Donc vous allez jusqu'au bout sans le dire et sans trop la montrer non plus, et du coup vous voyez l'index de la carte ici, ça vous permet de savoir que la carte du spectateur, puisque vous l'aviez contrôlée au-dessus du jeu, eh bien c'était le 9 de cœur. Et ensuite, sans rien dire, vous posez les cartes, et vous allez faire semblant de lire les pensées du spectateur, vous lui demandez de se concentrer dessus, vous dites je vois du rouge, du carreau dans du cœur, je vois beaucoup de points, donc c'est pas une figure, vous voyez, vous brodez, et puis donc je pense peut-être 1, 2, 3, 4, 5, oui peut-être le 8 ou le 9, allez je vais dire le 9 de cœur, est-ce que c'est bien ça? Oui, voilà. Bon. Ou alors vous l'écrivez sur un papier, vous lui demandez de révéler sa carte, et à la fin, vous montrez le papier pour montrer que c'était bien celle que vous aviez lue dans ses pensées. Si vous savez forcer une carte, par exemple avec le forçage en croix qu'on a vu dans une précédente vidéo, vous faites placer les cartes comme ça par un spectateur, eh bien vous allez pouvoir également, une fois que la carte du spectateur est secrètement sur le dessus du jeu, vous allez pouvoir la forcer à un autre spectateur, pour faire un effet de coïncidence. Et à la fin, par exemple, vous pouvez leur demander de nommer tous les deux en même temps la carte qu'ils ont choisie. Ça peut être rigolo. Et enfin, si vous connaissez des techniques d'empalmage de cartes,
eh bien, vous pouvez tout à fait récupérer secrètement la carte du spectateur, éventuellement lui tendre le paquet pour qu'il remélange le jeu lui-même. De toute façon, sa carte n'est plus dedans, donc voilà. Et puis, vous pouvez faire réapparaître sa carte où vous le voulez, dans une poche, sous la table, au plafond, sur le dessus du jeu, etc. Vous voyez que les possibilités sont infinies. Le contrôle de carte, c'est vraiment une technique primordiale. On peut imaginer encore plein d'autres idées. Si vous en avez d'ailleurs, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. C'est typiquement le genre de technique de base qui va ouvrir les portes d'un grand nombre de tours sans être non plus trop difficile à apprendre. Il y aurait bien sûr encore énormément de choses à dire ou à expliquer sur le contrôle de carte. On n'a fait vraiment qu'effleurer le sujet. On pourrait même y consacrer, à mon avis, une chaîne YouTube entière. Mais mon but ici, moi, c'était surtout de vous apprendre une technique pour ceux qui n'en connaissaient pas, mais surtout, comme d'habitude, d'apporter un regard un peu différent sur ce genre de technique-là, notamment sur son utilité, sur les subtilités psychologiques qu'on peut exploiter. Je consacrerai d'ailleurs bientôt une vidéo théorique entière sur l'utilité des techniques de manipulation en général, pas seulement sur les cartes, ce qu'on a un peu effleuré ici. En attendant, pour aider la chaîne, n'oubliez pas de faire apparaître un petit pouce en l'air. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de La magie sous un autre angle. Et encore une fois, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2022. À bientôt!